Vérifie le déploiement de l'antenne. Non, c'est bon pour l'antenne. Bonjour et bienvenue à Douai, au 41e régiment de transmission pour ce nouveau numéro du Journal de la Défense. Les transmissions fêtent cette année leurs 70 ans, l'occasion pour nous de parler de cette arme. Bonjour colonel, vous commandez ce régiment, alors quelles sont ses principales missions ? Le 41 fait partie des 5 régiments de transmission de la brigade de transmission et d'appui au commandement au sein des forces terrestres. Le régiment a pour mission de déployer en opération des détachements de la valeur d'un sous-groupement tactique de transmission, environ 100 personnels, jusqu'à un groupement tactique de transmission de plus de 500 personnels. Alors on entend souvent parler des SIC, des systèmes d'information et de communication. Qu'est-ce que cela englobe ? D'une part, les systèmes d'informatique déployés sur le terrain au profit d'états-majors opérationnels, et d'autre part, les systèmes de télécommunication militaire chargés de raccorder les différents postes de commandement en opération à base de liaisons radio, de faisceaux hertziens et satellitaires. Merci colonel. Je vous propose maintenant de rejoindre les plongeurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ils se sont entraînés sous l'Opéra Garnier dans une citerne d'eau. Des images rares, regardez. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'est dotée d'unités spécialisées. Parmi elles, les plongeurs formés au centre de formation à la plongée et au sauvetage aquatique. L'école de plongée forme environ par an 70 plongeurs sur 13 formations différentes, allant de la formation de base du certificat technique élémentaire de spécialiste intervention subaquatique jusqu'au dernier niveau pour former des directeurs de plongée. Pour pallier de grandes inondations, ces militaires plongent dans les profondeurs de Paris. L'Opéra Garnier dispose d'un sous-sol inondé, assurant une réserve d'eau tout en renforçant les fondations. Ici s'entraînent les spécialistes surface non libre, une spécialité inspirée de la plongée souterraine. Cet édifice comporte une cuve complètement immergée dans ses sous-sols. Nous en servons, nous, pour la plongée en surface non libre, plongée spéléo pour les civils. Donc une plongée sans possibilité de remonter à la surface pendant l'évolution dans l'eau. Les techniques de recherche sont constamment perfectionnées par le centre de formation de la brigade. Les plongeurs suivent la gaine luminescente permettant de retrouver la sortie. La recherche de victimes dans les poches d'air est la priorité. Paris étant un bassin, on est en droit de se demander quand aura lieu la prochaine crue centennale. La zone de défense de Paris prend ça très au sérieux et a mis un plan en place. Donc la brigade des pompiers de Paris, en tant que bras secours du préfet de police, est mis dans la boucle. Et donc les techniques du SNL sont aussi faites pour parer à toutes les reconnaissances qu'on devrait faire dans toutes les caves, tous les immeubles, voire les appartements, en cas d'inondation de la ville de Paris. La brigade est à la pointe dans ce domaine, l'une des raisons pour laquelle elle reçoit de nombreux plongeurs, français et étrangers, spécialisés dans d'autres techniques. Le 41e régiment de transmission dispose de nombreux moyens de communication et notamment des antennes CHF comme celle-ci. Des antennes à faisceaux hertziens, elles permettent d'établir des liaisons à haut débit, leur portée pouvant atteindre 50 km. Nous allons aller beaucoup plus loin en direction Eindhoven, aux Pays-Bas. Depuis septembre 2010, 4 pays, la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont confié toute ou une partie de leur flotte de transport aérien militaire à un commandement multinational. Premier bilan en images. Un avion de transport français sur l'aéroport de Tripoli. Il vient juste de déposer des militaires et pour éviter de repartir vide, il embarque du matériel et des soldats belges. Une scène désormais quotidienne pour les équipages. On est habitué en fait à effectuer ce genre de mission et pour nous, que ce soit des Belges, des Français ou des Allemands, ça revient au même. Depuis plus d'un an, 4 pays ont décidé de mutualiser leurs moyens de transport aérien en créant un commandement unique. L'objectif est de faire des économies en optimisant les vols. Désormais, plus aucun avion ne volera vide. C'est à Eindhoven, aux Pays-Bas, qu'est basé l'EATC, en anglais le European Air Transport Command.
Ici, 155 militaires belges, hollandais, allemands et français planifient chaque jour une cinquantaine de vols. Der letzte Stand wird der 9. erst. In 2-3 Tagen kommt was Neues kommen. Am 16. Chaque pays met à disposition une grande partie de sa flotte, 133 avions au total. Les unités émettent une demande de transport au centre d'Eindhoven qui se charge de planifier les vols. Le bureau planification commence par vérifier si un avion est disponible pour cette mission et une fois qu'ils sont certains que c'est possible, ils mettent en place le vol. Ainsi, ce sont les avions disponibles qui prennent l'air, quelle que soit leur nationalité, avec pour effet d'assouplir la planification. Créé en septembre 2010, le ATC a déjà atteint son objectif, faire des économies en maximisant la disponibilité des aéronefs. Un réel succès pour le général Rousseau, commandant en second. Le bilan est très satisfaisant. Et 2011, vous le savez, a été une année particulière. Donc, je vais citer un exemple qui est emblématique, c'est bien entendu l'intervention en Libye. Tout le soutien aérien militaire, donc tactique, pour les forces françaises engagées en Libye, tout ce soutien a été assuré par le ATC. Et au travers de moyens qui ne sont pas uniquement français. C'est-à-dire que nous avons eu 20% des heures de vol Harmattan en soutien logistique assurés par des avions allemands, belges ou néerlandais, au travers de ce centre et de façon transparente pour la France. Dans les prochaines années, l'arrivée de l'A400M, l'avion européen, devrait encore améliorer cette coopération. En 2011, le ATC a transporté plus de 300 000 passagers et 21 000 tonnes de fret. Ici Golf Unité, besoin de 100 litres de carburant. Toujours à Douai, nous sommes devant un VAB ML, un véhicule de l'avant blindé moyen léger, doté d'une station satellitaire. Alors bonjour sergent, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne cet appareil? Le VAB ML est une station tactique qui permet de communiquer via tout type de satellite militaire. Nous avons comme exemple en Afghanistan, il est déployé en Kapisa, qui permet de relier les hommes sur le terrain au PC de Kaboul. Merci pour ces explications. Quittons la terre ferme. Les pilotes d'hélicoptères sont parfois amenés à poser leurs appareils sur des bâtiments de la Marine nationale. Pour s'y préparer, ils suivent une formation à l'appontage. Nous les avons suivis. Reportage. On vient juste de revenir d'une séance d'appontage. On a fait une séance d'1h30. On a effectué 10 appontages et donc 10 décollages. Et puis retour sur la base. Ils sont 12 militaires, des pilotes issus de la marine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, à avoir élu domicile pour 15 jours sur la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic. Ils suivent une formation à l'appontage organisée par l'ESHE 22S, l'école de spécialisation sur hélicoptères embarqués de la marine. Dans un premier temps, les élèves sont amenés à s'entraîner au simulateur type Lynx. Ensuite, on les emmène sur une plateforme qui est posée à terre pour commencer à les acclimater à la particularité d'un bateau avec la présence d'un directeur de pont d'envol, la présence de hangars, de mouvements aérodynamiques liés justement à la présence du hangar. Et ensuite, nous les emmenons en mer effectuer des appontages sur un bateau réel. Alors en pratique, on fait aborder à nos stagiaires l'appontage sur plateforme, mais on leur fait aussi aborder ce qu'est le transport de charge, que nous appelons le VERTREP, donc Vertical Replenishment, qui est le terme international pour tout ce qui est transport de charge. Parce que c'est une difficulté bien particulière que de poser des charges sur un bâtiment qui est en mouvement. Les pilotes doivent apprendre à poser un hélicoptère sur un bateau avec, pour beaucoup, l'appréhension du milieu marin. Il y a tout cet environnement à appréhender, le contact avec le bateau et puis le fait de voler très bas au-dessus de l'eau, ce qui est quelque chose d'un peu nouveau pour nous dans l'armée de l'air. Oui les gars d'Alia, le bâtiment route au 249. Et il y a une difficulté supplémentaire, c'est que on travaille sur Alouette 3, qui n'est pas un appareil qu'on connaît, qui est un appareil qui est très peu assisté au niveau du pilotage. Et donc là, c'est de la technique pure. Une cinquantaine de pilotes, issus de toutes les armées, sont formés tous les ans. Pour la marine, c'est la garantie d'une harmonisation des pratiques. C'est l'évidence même aujourd'hui de l'interarmée, c'est-à-dire c'est mutualiser nos savoir-faire. On ne peut plus tout faire tout seul, arme par arme. On est obligé de travailler ensemble. La passation des commandes en entrée de front. C'est très enrichissant d'aller récupérer les expériences des autres armes
qui ont une culture et une manière différente de travailler et après de les réintégrer, nous, à notre manière de fonctionner à l'unité. Cette formation à l'appontage peut être essentielle dans la conduite d'opérations extérieures. L'armée de terre, si on prend l'exemple d'Harmattan, décollait et se reposait à partir des bâtiments de la marine pour aller sur objectif libyen. Une heure d'autonomie, je n'ai pas de terrain de dégagement, on vous propose d'effectuer une percée secours. Par exemple, sur l'opération Harmattan, lorsqu'il a fallu changer de bateau, le transbordement de tout le matériel d'un bateau à l'autre s'est fait en pleine mer, donc c'est les hélicoptères qui l'ont fait. Donc, il y avait accrochage des charges, gestion des trajectoires, posées sur l'autre bateau pour aller le plus vite possible. Et pouvoir le faire en pleine mer, puisqu'il n'y a pas d'endroit où on peut accoster pour le faire. Après 15 jours de formation, les pilotes retournent dans leurs armées respectives avec un certificat en poche. Mais leur apprentissage ne s'arrête pas là, ils devront obtenir des qualifications supplémentaires au sein de leurs unités. Sur les théâtres d'opération comme actuellement en Afghanistan, les transmetteurs déploient des AMPC, des abris modulaires de postes de commandement identiques à celui-ci, des structures à l'intérieur desquelles les militaires peuvent utiliser différents moyens de communication, informatique, téléphonie. Communiquer, c'est essentiel, y compris sur les navires. Le 41e régiment de transmission a d'ailleurs travaillé sur le Dixmude, le 3e bâtiment de projection et de commandement de la Marine nationale. Il vient juste d'être admis en service actif. Reportage. Décollage, spot 1, pont libre. Un hélicoptère NH90 vient de décoller du tout nouveau bâtiment de projection et de commandement Dixmude. Troisième navire de ce type après le Mistral et le Tonnerre, le Dixmude a pour vocation d'agir loin de nos frontières pour de longues missions. La combinaison de sa surface imposante et de son équipage réduit à 180 marins lui permet d'embarquer jusqu'à 500 hommes de l'armée de terre et 60 véhicules, avec les bâtiments amphibies nécessaires à une projection armée. Deuxième plus imposant bâtiment de la Marine nationale après le porte-avions Charles de Gaulle, c'est aussi un bâtiment novateur sous bien des aspects. Typiquement, c'est un pont d'envol de 200 mètres de long, pouvant faire décoller simultanément 6 hélicoptères. Ça, c'est tout à fait nouveau. Lorsque le BPC est gréé en hôpital complet, il représente l'équivalent d'un hôpital d'une ville moyenne française de 30 000 habitants. C'est un bateau qui a une immense zone d'état-major dédiée, sur laquelle des états-majors français ou internationaux peuvent venir pour commander des opérations depuis la mer. Le BPC est le fruit d'une collaboration entre la Délégation générale pour l'armement et les industriels privés STX et DCNS. Le BPC est un navire qui, par sa dimension, par ses caractéristiques, ressemble assez à un navire au point de vue de la plateforme civile. Il est donc construit entièrement à Saint-Nazaire, selon les modes de construction de la construction navale civile. Et puis, il a des caractéristiques militaires, bien entendu, des systèmes de communication, des systèmes d'armes, systèmes de combat. La conception civile du navire a permis d'améliorer les normes de sécurité incendie, avec bon nombre d'automations, mais aussi le confort et la maniabilité du bateau. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, en visite sur le Dixmude, tenait également à souligner les retombées économiques du programme BPC. C'est un programme vecteur d'emploi parce qu'il a permis d'assurer pendant les 2 années de sa construction du travail pour presque 6 000 salariés, 5 700 exactement, 2,5 millions d'heures de travail. Et la réalisation rapide de ce bateau a impressionné un certain nombre d'autres pays, et notamment par exemple la Russie qui nous a en 2011 acheté 2 bateaux comparables. Le Dixmude formera aussi les officiers de la Marine nationale avec la mission Jeanne d'Arc, du nom du célèbre bateau école, aujourd'hui des armées. En guise de test grandeur nature, le Dixmude partira le 5 mars prochain pour une mission de 7 mois. Dans tous les régiments, il y a des activités incontournables. L'instruction sur le tir de combat au FAMAS en fait partie. Et c'est sur ces images que s'achève ce journal de la Défense. Merci au 41e régiment de transmission de nous avoir accueillis. Rendez-vous le mois prochain sur LCP. Le feu de terminé.